Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'Etc., votre rendez-vous mensuel pour décrypter l'actualité juridique et patrimoniale. Et aujourd'hui, 7e numéro, on va évoquer les constructions, parce qu'il est fréquent que des particuliers achètent des terrains à bâtir pour y faire construire leur logement, mais la revente du bien bâti révèle alors d'un régime spécifique de plus-value, le régime des profits de constructeurs occasionnels. Alors pour le dossier du mois, on va faire un point sur ce régime et ses particularités. Il sera aussi question durant ce numéro 7 d'Etc. De la vente d'un immeuble inachevé et on parlera aussi de la VEFA. On évoquera aussi permis de construire et démembrement de propriété. Il y aura bien sûr aussi vos questions, mais d'abord le dossier du mois. Yvan et Franck, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bienvenue sur le plateau d'Etc. Vous êtes tous les deux juristes consultants au pôle affaires du Cridon Ouest. On va donc parler d'abord de ce régime des profits de construction occasionnelle. Et c'est vous, Yvan, d'abord, qui allez nous dire en quoi il consiste. Le principe de ce régime des profits de construction occasionnelle, c'est le fait qu'une personne fasse construire une maison ou une construction de manière générale sur un terrain qu'elle a acheté. Et lorsqu'elle revend cette maison, la vente relève d'un régime de plus-value spécifique, le régime des profits de construction occasionnelle, qui est prévu par le BOFIP, la doctrine fiscale. Et donc, la particularité de ce régime est qu'on va avoir deux plus-values. Une plus-value relative au terrain, une plus-value relative à la construction. Et qu'en est-il quand le terrain acquis n'est pas nu, notamment ce qui comporte une ruine, et que l'acquéreur veut la rénover, par exemple ? En fait, le texte du BOFIP, de l'administration fiscale, vise la construction sur un terrain appartenant au cédant. Donc, il mentionne uniquement la notion de terrain. Et on a une ancienne réponse ministérielle l'ESO du 29 juin 2010, qui indique justement que dans le cas où une personne avait acheté un immeuble en mauvais état et qu'elle l'a fait complètement rénover, on ne pouvait pas appliquer ce régime des profits de construction occasionnelle, puisque l'immeuble avait été acquis bâti à l'origine et que les travaux qui avaient été réalisés étaient des travaux réalisés après achèvement de l'immeuble. Puisqu'en effet, en principe, quand on a des travaux réalisés après achèvement d'un immeuble, ils sont pris en compte en majoration du prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value. Donc ce régime des profits de construction occasionnelle, si je comprends bien, il n'est pas non plus applicable lorsque une personne qui a acquis une maison vient construire une extension et puis revend ensuite ensemble. C'est pareil. Ce serait la même logique, en effet. Le principe, c'est que dans ce cas-là, on va être sur des travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration réalisés après l'achèvement du bien. Et c'est des travaux qui viennent en majoration du prix d'acquisition. Mais dans ce cas-là, on a un calcul d'une seule plus-value. Et on n'a pas le régime des profits de construction occasionnelle et deux plus-values. On avait un arrêt du Conseil d'État du 30 mars 2016 on a assez peu de jurisprudence sur ce point, mais celui-là visait le cas où une personne avait acquis un immeuble bâti, l'avait fait démolir, avait commencé des travaux de construction, mais avait vendu le bien inachevé. Et dans ce cas-là, le Conseil d'État a considéré qu'on ne pouvait pas appliquer le régime des profits de construction occasionnelle, notamment vu que le bien avait été acquis bâti. Donc le régime n'est pas applicable si le bien était initialement acquis bâti. C'est ça, c'est quand on fait construire sur un terrain nu sur lequel qu'on avait acquis. Alors Franck, dans le cas où s'applique ce régime qu'on évoque, sur quel prix d'acquisition on se base pour le calcul de la plus-value du terrain ? Alors pour la plus-value du terrain, le prix d'acquisition du terrain va être notre second terme de la différence. C'est la solution la plus logique, c'est l'administration qui nous indique la marche à suivre et donc là on doit se reporter à l'acte d'acquisition du terrain et donc au prix qui est stipulé dedans. Et qu'en est-il alors pour l'autre fraction de plus-value ? Quel prix d'acquisition on doit retenir pour le calcul de la plus-value lié à la construction ? Alors pour la construction, là ça va correspondre au coût des travaux de construction. Donc c'est assez large. Là, l'administration fiscale nous dit qu'il va falloir prendre en compte les frais d'architecte, les taxes et les participations liées à la construction, et puis, bien évidemment, les factures des entrepreneurs de tous les corps d'État. On peut toutes les prendre en compte. Il faut bien faire attention. Il faut prendre en compte uniquement celles qui sont liées, qui arrivent avant l'achèvement de l'immeuble, qui sont émises avant l'achèvement de l'immeuble.
Oui, parce que la prise en compte des travaux effectués après achèvement, ça obéit à des règles qui sont un peu différentes. Alors si par exemple je ne fais pas appel à des entreprises pour la construction et que je construis moi-même le bâtiment, l'administration fiscale, est-ce qu'elle prévoit des règles particulières dans ce cas-là? Oui, exactement. On va avoir la possibilité, si on construit soi-même sa maison, de prendre en compte les factures de matériaux que l'on aura achetées. Donc ça, c'est pas négligeable. Et puis, si on fait appel à de la main-d'œuvre... ça, on peut aussi en prendre en compte. On peut prendre ça en compte, donc les salaires versés ou les charges sociales, les cotisations sociales. Mais si j'ai fait mes travaux que moi j'ai fait, en tout cas mon travail à moi, non. Non, on ne peut pas valoriser le travail personnel du contribuable. Donc c'est plutôt un avantage globalement ou pas? Plutôt, dans ce cadre-là, prendre en compte les matériaux notamment, c'est assez avantageux. Ouais. Lorsque le régime s'applique, est-ce qu'il est possible de prendre en compte les dépenses des travaux réalisés après l'achèvement du bien? Yvan, plutôt sur ce sujet-là. En effet, le principe, c'est qu'elles ne sont pas prises en compte dans le prix d'acquisition, mais elles sont prises en compte en majoration du prix d'acquisition. Et là, il y a deux possibilités. Soit on prend en compte les frais réels, ou si la vente intervient plus de 5 ans après l'achèvement de la construction, on prend en compte le forfait de 15%. Comment doit être déterminé le prix de cession pour chacune des plus-values? Là, c'est là où c'est particulier, parce que l'administration fiscale n'a jamais donné aucune précision là-dessus. Donc, de toute façon, il faut ventiler, puisqu'il faut déterminer la partie du prix qui correspond au terrain et la partie qui correspond à la construction. Donc, on n'a aucun texte de l'administration fiscale. On a quelques indications cependant, notamment il y a un arrêt qui avait été rendu du Conseil d'État, rendu le 15 février 2016 en matière d'impôt sur les sociétés, justement sur cette question de dissociation entre une valeur terrain et une valeur de construction. Et l'arrêt donne 3 méthodes à suivre dans un certain ordre de priorité pour déterminer cette valeur. Et la méthode principale, et celle qui serait le plus utilisable pour une plus-value des particuliers, c'est le fait de faire une comparaison avec des terrains vendus dans les environs et qui ont des caractéristiques similaires. Donc comme ça, on obtient une valeur du terrain et ça permet de déduire par la suite la valeur de la construction. Donc ce serait une méthode à suivre et de toute façon, on n'a pas d'autres consignes de l'administration fiscale sur cette question-là. Franck, comme pour toute plus-value immobilière, il y a donc un abattement évidemment qui s'applique. Alors dans ce cas-là, on le calcule comment? Il y a un abattement qui va s'appliquer, qui est lié à la durée de détention. Et comme on a 2 fractions de plus-value, on va avoir 2 abattements distincts. Pour la fraction de plus-value qui concerne le terrain, le taux d'abattement va dépendre de la date d'acquisition du terrain. Donc c'est vraiment finalement... Donc le début d'exécution des travaux, ça pour compte pas là? Le terrain, non, ça ne joue pas. Alors, pour ce qui est de la fraction de plus-value liée à la construction, là on va devoir prendre en compte la date de début d'exécution des travaux. Et normalement, ça coïncide avec la délivrance du récépissé de la déclaration d'ouverture de chantier qu'on aura faite. Et si la déclaration n'a pas été déposée alors, si ça n'a pas été déposé, on peut se fonder sur les factures des entrepreneurs qui sont intervenus pour la maçonnerie ou le terrassement, si c'est suffisamment probant, donc il y a quand même une part d'appréciation, ou alors des bons de commande des sociétés de construction, mais alors dans ce cas-là, il faut que ces bons de commande comprennent certaines mentions, la mention des acomptes qui doivent être versés en fonction de l'avancement des travaux. Et comment ça se passe s'il y a un calcul qui aboutit à une plus-value et l'autre à une moins-value, Yvan, dans ce cas-là? En principe, en matière de plus-value immobilière, on ne peut pas imputer les moins-values sur les plus-values. Il y a une exception à ce principe, toujours une exception en droit fiscal, c'est la notion de vente d'un bien acquis par fraction successive. Donc quand on a acquis un bien en plusieurs fois et qu'on le vend en une fois, on a plusieurs plus-values et on peut, le cas échéant, si on a une moins-value, une plus-value, imputer la moins-value sur la plus-value. Et ce principe sera applicable ici en matière de profit de construction occasionnelle, puisque on a 2 plus-values, et puis comme on a vu pour la durée de détention, on retient 2 dates différentes. Merci beaucoup à tous les deux, vous avez été très complets sur le sujet. Yvan, vous reviendrez tout à l'heure en fin d'émission pour répondre aux questions des notaires. L'IMO, la famille, l'actu et vos questions, c'est la suite qui nous attend maintenant. Denis et Marc, bonjour.
Bonjour Stéphane. Merci de nous avoir rejoints. Marc, vous êtes le directeur du Cridon Ouest et Denis, vous êtes juriste consultant au pôle immobilier du Cridon Ouest. Il peut arriver qu'on soit contraint de vendre un immeuble inachevé, des problèmes familiaux, divorce, faillite d'entreprise également, ça se passe souvent dans un contexte difficile. Pour autant, il faut quand même assurer à l'acquéreur la meilleure information possible, d'autant que les questions soulevées sont assez particulières. Première question d'abord, Denis, est-ce qu'on peut vendre un immeuble inachevé en état et comment on le désigne dans l'acte ? Il n'y a pas de difficulté à vendre un bien en l'état. Le vendeur s'engage à vendre bien en l'état justement et il s'engage également à ne faire aucun travaux sur le bien parce que le risque de faire de travaux, ça serait de tomber, tout à fait, parce que le risque c'est de tomber dans le champ de la vière, donc de la vente d'immeubles à rénover. Il faut faire également attention dans la désignation parce que le bien ne peut pas être considéré comme étant un bien à usage d'habitation dans la mesure où il ne répond pas encore aux critères d'habitabilité du bien. C'est quoi la principale difficulté là, qui est soulevée par cette situation ? La difficulté essentielle ici, c'est la responsabilité des constructeurs parce qu'il va y avoir des constructeurs qui vont intervenir pour le vendeur et pour l'acquéreur et il va être difficile de déterminer qui est responsable. Des malfaçons par exemple ? Tout à fait, exactement, des malfaçons. Il est conseillé dans cette situation-là de faire un état des lieux contradictoire où on fait intervenir le vendeur et l'acquéreur, mais également les entrepreneurs qui font le gros œuvre et le second œuvre. Ça permettra aux parties de vérifier que tout a été fait dans les règles de l'art avant la vente et puis de vérifier s'il y a déjà quelques désordres ou malfaçons qui ont été faites. On recommande dans cette situation-là aussi de faire venir un homme de l'art qui vient amener son expertise à l'opération. Et s'il y a des ordres, sur quel fondement finalement l'acquéreur pourra agir à l'encontre du vendeur ? Alors contre le vendeur, la difficulté lorsqu'on vend un immeuble inachevé, c'est qu'il n'est pas réputé constructeur. Donc on ne pourra pas agir contre lui sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. En revanche, ça reste une vente classique et donc on peut encore agir contre lui, par exemple, sur la garantie des vices cachés et l'article 1641 du Code civil. Et comment on peut agir contre les entreprises dans ce cas-là ? Contre les entreprises, on va engager leur responsabilité décennale. La difficulté, c'est de prouver la faute de chacun et donc il faut bien faire attention à ça. L'acquéreur, il pourra achever l'immeuble quand même ? L'acquéreur, oui, parce que c'est l'intérêt aussi de l'acheter inachevé, c'est qu'il pourra l'achever. La difficulté ici, ça va être ce qui concerne le permis de construire, parce qu'il a été délivré au nom du vendeur, évidemment. Et le vendeur n'ayant pas fini, il n'aura pas pu faire la DACT, la déclaration d'achèvement de conformité des travaux. Mais ça veut dire que l'acquéreur, lui, doit devenir titulaire du permis de construire ? Exactement, il va se poser la question du transfert du permis de construire à ce moment-là. D'accord. En conclusion, donc on peut transférer un immeuble inachevé, mais il faut bien faire attention à toutes les questions de responsabilité et de permis de construire. Merci beaucoup, Denis. La chronique famille dans un instant. Alors Marc, on va évoquer un classique, j'allais dire, de l'optimisation fiscale, une technique de transmission qui consiste à faire donation de la nue propriété du terrain aux enfants et puis de faire construire une maison par l'usufruitier qui en assume seul le financement. Pourquoi ce montage, ça constitue un avantage fiscal finalement ? En fait, les parties se fondent sur l'article 1133 du Code général des impôts qui dispose que la réunion de l'usufruit de la nue propriété, au moment de l'extinction de l'usufruit, le plus souvent décès de l'usufruitier arrivé du terme de l'usufruit, ne donne ouverture à aucune taxe ou impôt. Prenons l'exemple suivant. Des parents sont propriétaires d'un immeuble d'une valeur de 600 000 €. Ils sont âgés de 62 ans. Ils donnent la nue propriété de l'immeuble à leurs enfants. Ils transmettent une valeur de 300 000 €. Pourquoi ? Parce que l'article 669 du Code général des impôts nous dit qu'au regard de l'âge des usufruitiers, la valeur de la nue propriété est de 50%. Qu'est-ce qui se passe au décès des parents alors ? Au décès des parents, les enfants qui étaient nus propriétaires deviennent pleins propriétaires d'un bien et sans aucune taxation supplémentaire. Donc finalement, la transmission de cet immeuble d'une valeur de 600 000 € n'aura donné lieu qu'à une imposition sur 300 000 € et encore sous réserve des abattements qui auraient pu s'appliquer. La construction donc édifiée par les parents usufruitiers, ça bénéficie également d'avantages ? Alors si on fait une application littérale de l'article 1133 du Code général des impôts, la réponse serait affirmative. Reprenons l'exemple suivant. Des parents propriétaires d'un terrain d'une valeur de 150 000 € ont
concèdent la propriété, donation à leurs enfants, 62 ans, la moitié, valeur de la transmission, 75 000 euros. Ils construisent une maison. Après cette donation, à leur décès, l'ensemble du bien, terrain plus maison, vaut 500 000 euros. Les enfants deviennent propriétaires d'un bien de 500 000 euros sans aucune taxation supplémentaire. D'accord. Et si on prend en considération l'abattement de 100 000 euros entre parents et enfants? Ça veut dire que l'imposition aura été de zéro. On aura transmis un bien d'une valeur importante, 500 000 euros dans notre cas, avec une imposition nulle. Pardon, mais ça paraît surprenant que l'administration fiscale tolère ce montage, non? Alors, initialement, la Cour de cassation, dans un arrêt très ancien, mais saisi uniquement sur l'aspect civil, avait dit, alors arrêt très ancien, 1884. Oui, on peut dire ancien. J'étais pas né. À l'époque. Et la Cour de cassation nous dit que ça n'est pas une libéralité se fondant sur le Code civil, l'article 599, qui nous dit que quand l'usufruitier améliore le bien, ça peut être une construction, aucune indemnité ne lui est due. L'administration fiscale ne s'était pas manifestée. Plus récemment, la même administration a voulu obtenir la taxation de ce montage en considérant qu'il y avait là un avantage immédiat concédé ou consenti aux enfants. Tribunal de grande instance de Lyon, en 2009, avait donné raison à l'administration fiscale, mais la Cour d'appel, et puis surtout la Cour de cassation, dans une décision du 19 septembre 2012, a confirmé. Voilà, il n'y a pas de libéralité, donc pas de taxation. Et alors pourquoi les juges donnent raison aux contribuables en l'occurrence? Alors en fait, les juges s'appuient sur un raisonnement très technique, très mécanique, relevant du droit des biens. Les juges disent, pour qu'il y ait libéralité, il faut mutation, ce qui est exact. Et puis ils retiennent que l'usufruitier, finalement, reste propriétaire de la construction qu'il a édifiée jusqu'à son décès, la fin de l'usufruit. Finalement, l'administration fiscale avait agi peut-être un peu vite. Les parents n'étaient pas décédés. Et les juges disent, les parents ne sont pas décédés, pas de transmission de la construction aux enfants, pas de transmission, pas de libéralité, pas de taxation. La Cour de cassation ayant rejeté donc l'argumentation de l'administration fiscale en 2012, est-ce que le notaire peut conseiller ce montage à ses clients sans aucun risque? Une telle affirmation serait sans doute... Je vais un peu vite en besogne. Un peu audacieuse. En fait, les juges nous disent simplement que tant que l'usufruitier est vivant, il n'y a pas de libéralité. En revanche, ils ne nous disent pas que l'on ne pourrait pas constater un avantage rapportable et taxable au moment du décès de l'usufruitier. Sur le plan civil, la Cour de cassation en 1964, je n'étais toujours pas né, nous dit que la construction édifiée par l'usufruitier constitue une libéralité, mais il faut reconnaître aussi que le montant de la dépense, 900 000 francs à l'époque, et c'était beaucoup, pouvait apparaître excessif. Mais en pareille hypothèse, la Cour d'appel de Lyon, saisie cette fois-ci sur la question fiscale, estime qu'il n'y a pas d'avantage taxable, car au regard de son âge, l'usufruitier avait eu le temps d'amortir la dépense engagée. Finalement, il est difficile d'avoir une position de principe sur la question. C'est pas très rassurant finalement, ni pour les clients, ni pour le notaire, parce qu'il n'y a aucune condition qui permet de fonder des certitudes. Alors effectivement, il n'y a pas de position tranchée, il appartiendra au notaire d'apprécier, d'évaluer le risque. Néanmoins, il nous paraît opportun de vérifier que l'usufruitier pourrait avoir un avantage personnel à la construction. Prenons des contre-exemples. On va fortement déconseiller ce montage lorsque l'usufruitier est trop âgé. On déconseillera également le montage lorsqu'on se rend compte que la maison d'habitation, par exemple, édifiée par l'usufruitier, est mise à disposition à titre gratuit des enfants du propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait constater que l'usufruitier n'a aucun intérêt personnel dans le montage. Alors, à noter que si on devait constater un avantage taxable au moment du décès de l'usufruitier, ce ne serait
qu'au moment de l'extinction de l'usufruit. Et que l'arrêt de 2012 que je citais tout à l'heure permet de dire que l'administration fiscale ne pourra pas qualifier ces montages de donations déguisées, ce qui présente un avantage, c'est qu'on échappera aux pénalités importantes qui peuvent s'attacher à cette qualification de donation déguisée. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour vos éclairages. Audrey et Yvan vont nous rejoindre dans un instant, mais d'abord, notre cours d'histoire. Depuis toujours, construire fascine. Élever des murs, tracer des fondations, bâtir des maisons. Un geste universel presque instinctif. Mais en France, ce geste s'accompagne d'une autre tradition, celle du droit. Car construire, ce n'est pas seulement assembler des briques. C'est aussi obtenir un permis, respecter un plan local d'urbanisme et parfois partager les droits entre un usufruitier et un nu propriétaire qui ne sont pas toujours d'accord sur la couleur des volets. Au fil du temps, les règles se sont multipliées. Profit de construction occasionnelle, vente en état futur d'achèvement, garantie décennale. Chaque innovation technique s'est vue doublée d'un encadrement juridique pour protéger vendeurs, acquéreurs, voisins et parfois même les héritiers à venir. Aujourd'hui encore, construire reste une aventure à la fois humaine, technique et profondément juridique. Une maison se bâtit sur des fondations solides, certes, mais dans notre pays, ces fondations sont faites de béton et d'articles de loi. Audrey, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Coform. Yvan, rebonjour. Bonjour. Sur le plateau. On a parlé tout à l'heure, Audrey, de la vente d'un immeuble inachevé. Alors là, on va parler, pour cette rubrique Actu, de la vente en l'état de futur achèvement. On va évoquer à quoi ça correspond, parce que c'est un régime de vente donc, qui permet d'acheter, enfin en tout cas de vendre un appartement sur plan, et le vendeur donc s'engage à construire l'immeuble, mais puisque l'objet de la vente n'existe pas, eh bien, le Code de la construction et de l'habitation prévoit un régime protecteur pour ces acquéreurs. Est-ce que la notion d'achèvement, elle est très précisément indiquée dans le Code de la construction? Oui, à l'article R 261-1 du CCH, il dispose que l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation du local vendu. Ces éléments doivent figurer dans une notice descriptive annexée à l'acte de vente. Les défauts de conformité ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel. On ne prend pas non plus en compte les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments impropres à leur utilisation. Il suffit donc de constater que le bien vendu est habitable, c'est-à-dire totalement équipé pour le considérer achevé. Est-ce qu'on peut déroger à cette notion d'achèvement? Eh bien non, le régime de la VFA est d'ordre public. Il n'est pas possible d'aménager la notion d'achèvement dans ce contrat. Une seule exception concerne les travaux que peut se réserver l'acquéreur, mais leur liste est limitée et le mécanisme est encadré. Est-ce que l'acquéreur, lui, peut contester l'achèvement? Oui, s'il considère que tous les éléments figurant dans la notice descriptive ne sont pas réalisés. Un arrêt récent de la Cour de cassation a apporté une précision sur cette question et cela concernait le raccordement de l'appartement aux différents réseaux publics. Un acquéreur a contesté l'achèvement de son appartement car le vendeur ne lui avait pas fourni les certificats de conformité, notamment le Consuel, lui permettant de solliciter des fournisseurs en eau, gaz et électricité. Les juges ont considéré que ces certificats étaient indispensables à l'acquéreur pour pouvoir s'éclairer, se chauffer et faire de la cuisine. La date d'achèvement a été calée sur la date de remise à l'acquéreur de ces certificats, seule cette remise permettant de considérer que l'achèvement était effectif. Cela permet à l'acquéreur d'invoquer un retard de livraison et donc d'obtenir les pénalités de retard prévues au contrat. Merci Audrey. On va répondre maintenant à vos questions. Et c'est vous, Yvan, qui allez apporter les réponses aux différents notaires qui nous ont interrogés. D'abord, un notaire du Cher qui s'interroge sur l'application du forfait de 15% dans le cas des profits de construction occasionnelle. En temps normal, on peut majorer le prix d'acquisition d'un forfait de 15% lié aux travaux, mais il s'interroge sur l'assiette à retenir pour son application. Qu'est-ce qu'il en est? Ici, en matière de profit de construction occasionnelle, l'assiette du forfait travaux de 15% sera à la fois le prix du terrain et le prix des constructions, donc construction réalisée avant achèvement de l'immeuble. Donc ça, c'est confirmé par le BOFIP, la doctrine fiscale, et donc pas uniquement les travaux de construction avant achèvement, mais on fait vraiment la somme des deux.
Il n'y a pas une précaution par rapport à la durée ou l'achèvement de l'immeuble, c'est ça? Bien entendu, pour qu'on applique le forfait, il faut que l'immeuble soit achevé depuis plus de 5 ans. Ce même notaire s'interroge sur l'assiette d'un autre forfait, à savoir celui de 7,5%. Est-ce que l'assiette est la même là? Là, le forfait de 7,5%, c'est le forfait qui représente les frais d'acquisition. Et il s'applique uniquement en cas d'acquisition à titre onéreux. Là-dessus, on n'a pas de texte spécifique au niveau du BOFIP, mais le principe, c'est que ce forfait de 7,5%, il représente des frais d'acquisition qui ont été réellement payés. Donc, quand on est dans le cadre du régime des profits de construction occasionnels, des frais d'acquisition ont été réellement payés au titre de l'achat du terrain, mais par contre, ce n'est pas le cas pour les constructions. Donc là, l'assiette sera uniquement constituée par le prix d'achat du terrain. Si on choisit d'appliquer le forfait, on peut être aux frais réels. Un client d'un notaire sartois avait bénéficié d'un amortissement au titre du dispositif Robien sur un immeuble qu'il avait fait construire. Est-ce que cela impacte le prix à retenir pour la construction? Ici, le principe, c'est que ça n'aura aucun impact. En fait, il y a bien une différence entre ce régime des profits de construction occasionnels et les travaux réalisés après achèvement dans le cadre d'une plus-value. Quand on est sur des travaux réalisés après achèvement, ils ne peuvent pas être pris en compte s'ils ont déjà été pris en compte à un titre quelconque au titre de l'impôt sur le revenu, donc au titre d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ou déduit en charge des revenus fonciers ou des BIC en cas de location meublée. Mais par contre, on n'a pas de précision similaire en matière de profit de construction occasionnelle et même a fortiori, il est indiqué que par le BOFIP que si les sommes ont donné lieu à une réduction d'impôt ou à un crédit d'impôt, cela n'a pas d'incidence sur le montant à retenir au titre du prix de la construction. Donc, il n'y aura strictement aucun impact, qu'on soit sur un amortissement Besson, Robien ou un Périsol, par exemple. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Yvan. Je vous en prie. Merci. On termine maintenant l'émission avec la rubrique En pratique. Audrey, pour construire, il faut un permis de construire et lorsqu'un terrain fait l'objet d'un démembrement, il faut déterminer qui peut obtenir une telle autorisation. C'est quoi la règle qui est posée par le Code de l'urbanisme? Alors, l'article R423-1 du Code de l'urbanisme détermine qui peut demander une autorisation d'urbanisme et cette règle vaut pour le permis de construire, le permis d'aménager, la déclaration préalable et le permis de démolir. Le texte prévoit que le permis peut être demandé par le propriétaire du terrain, son mandataire ou par une personne attestant être autorisée par eux à exécuter les travaux. Admettons qu'un terrain fasse l'objet d'un démembrement entre un nu propriétaire et un usufruitier. Qui peut déposer un permis de construire? Compte tenu de la formulation du texte, le nu propriétaire peut déposer seul la demande de permis de construire. Par ailleurs, l'expression « personne attestant être autorisée » englobant les personnes pouvant justifier d'un droit réel, bail et construction, amphithéose ou usufruit, un usufruitier peut aussi présenter une demande de permis de construire. Et là, l'usufruitier doit demander l'autorisation au nu propriétaire? Non, sur le seul terrain du droit de l'urbanisme, aucune autorisation n'est requise pour l'usufruitier qui peut donc déposer son permis sans le concours du nu propriétaire. Dès lors, chacun pourra déposer son permis de construire sans l'autorisation de l'autre. Et s'il y a un litige entre l'usufruitier et le nu propriétaire, est-ce que le permis peut être attaqué? Eh bien non, parce que le permis est délivré sous réserve du droit des tiers. Dès lors, le litige relève du droit privé. La commune ne peut pas s'immiscer dans les litiges de droit privé et utiliser ce prétexte pour refuser la délivrance du permis. Enfin, principalement, l'obtention d'un permis de construire n'a pas de lien avec le droit de propriété. Ce n'est qu'une autorisation de construire sur un terrain donné. Merci beaucoup, merci Audrey et Yvan, merci à tous les juristes qui se sont exprimés, juristes du Cridon Ouest. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve pour un prochain numéro très bientôt. On évoquera la gestion de l'exploitation et du foncier agricole. À bientôt.